Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent sur Téléjouzi. Très heureuse au sommaire de ce journal. À l'Assemblée nationale s'est tenue la séance plénière présidée par le Premier ministre. Et en nouvelle de Zoran Mabdani devient le premier maire musulman de New York et prête serment avec le Saint-Roland. Bonjour et merci de nous avoir rejoints sur Djibouti. La Somalie et l'Arabie saoudite réaffirment leur soutien dans la souveraineté et l'unité du pays de la Somalie. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de la République fédérale de la Somalie, Abdessalman Abdi Ali, a rencontré son homologue saoudien, le prince Faisal ibn Farhan ibn Abdallah Al Saoud, dans le cadre d'une visite officielle qu'il effectue au Royaume d'Arabie saoudite. La rencontre qui s'est tenue dans la capitale de Riyad et a porté sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays ainsi que sur la réaffirmation du soutien de la souveraineté de la Somalie. Le chef de la diplomatie somalienne a exprimé la reconnaissance de son pays pour la position du Royaume d'Arabie saoudite à l'égard de la Somalie, saluant ainsi l'appui constant de Riyad au peuple somalien et à leur unité nationale. De son côté, le ministre saoudien des Affaires étrangères a renouvelé l'engagement du Royaume à soutenir le plein soutien de l'unité et l'intégrité territoriale de la Somalie, soulignant ainsi l'attachement de Riyad à la sécurité et à la stabilité, ainsi qu'exprimant le rejet de toute démarche susceptible de les menacer. Les deux parties ont également examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, ainsi que le développement régional et les questions d'intérêt commun. Également, en Somalie, le ministre de la Défense somalien rejoint par une délégation britannique. À Mogadiscio, le ministre de la Défense du gouvernement fédéral somalien, Ahmed Mouallim Fiqi, a reçu aujourd'hui le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume-Uni en Somalie, Monsieur Sam Thomas, au siège du ministère de Mogadiscio. La rencontre qui a porté sur le renforcement du partenariat bilatéral entre la Somalie et le Royaume-Uni en mettant l'accent sur la coopération militaire et la formation des forces somaliennes ainsi que les efforts conjoints de lutter contre le terrorisme. Les deux responsables ont souligné l'importance de la coordination et l'échange d'expertise pour le soutien de la stabilité et la sécurité du pays. Le Royaume-Uni a réaffirmé son engagement à poursuivre son appui pour le développement des capacités militaires et institutionnelles de la Somalie. C'était dans les titres conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution. Monsieur Dileita Mohamed Dileita a présidé aujourd'hui, lundi 5 janvier 2026, la 5e séance publique de la 2e session ordinaire de la 9e législature. Cette séance qui s'est déroulée en présence de son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed, Premier ministre, des membres du gouvernement ainsi que l'ensemble des députés. En ouverture des travaux, le président de l'Assemblée nationale a adressé ses salutations aux membres du gouvernement et aux députés avant de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Celui-ci portait principalement sur l'examen du projet de loi organique numéro 1 de l'année 2025 et 9e portant sur la modification de la loi organique numéro 13 de l'année 2010, 6e ligne organique de la loi relative aux élections. Au cours de la séance, le ministre de l'Intérieur, Sirino Hassan, est intervenu pour saluer la qualité des échanges et des débats parlementaires autour de ce projet de loi organique ainsi que les pertinences des mesures examinées. Il a également exprimé sa satisfaction quant au climat de responsabilité et de concertation ayant prévalu tout au long des travaux. Le ministre a également remercié les parlementaires, et plus particulièrement la commission compétente, pour la rigueur et le sérieux dont ils ont fait preuve lors de l'examen de ce texte. Et à l'issue de ce scrutin, la représentation nationale a adopté à l'unanimité le projet de loi s'inscrivant à l'ordre de cette journée de lundi.
Le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Dileita, a prononcé donc une allocution pour les bienvenus avant d'annoncer le projet de loi en vigueur. On l'écoute. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, conformément à l'article 52 de la Constitution, je déclare ouvert la 5e séance publique du Parlement. Je profite également pour vous souhaiter encore une fois la bienvenue en cette nouvelle année 2026. L'ordre du jour relatif à un seul point unique, à savoir l'examen du projet de loi organique 01 AN 25 9e législature portant modification de la loi organique numéro 13 AN 10 6e législature du 03-02 2011 modifiant la loi organique du numéro 1 AN 92 relatif aux élections. Réunie en procédure d'urgence, la conférence du président du 31 décembre 2025 a transféré le projet de loi organique à la commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains. Réunie hier, le 4 janvier, et après son analyse dans les limites du temps à sa disposition, elle a élaboré le rapport verbal qui vient d'être distribué. Voici donc les propos du ministre de l'Intérieur, Seynou Hassen, en qualité de représentant du gouvernement. L'écoute. Je profite également donc de l'occasion qui m'est donnée pour vous souhaiter donc à mon tour une nouvelle année, une très bonne année 2026. Et à l'occasion donc de cette séance de procédure d'urgence, je voudrais remercier l'indulgence effectivement de l'ensemble donc des députés et surtout de la commission chargée de la législation donc avec laquelle on a débattu donc longtemps hier sur donc les différents articles, sur l'article et les différents points de cet article. Dieu merci, l'ensemble donc des députés présents ont donc approuvé à l'unanimité donc le texte. Et je les remercie. Autre déclaration de ce 15h, le ministre du Budget a procédé aujourd'hui, lundi 5 janvier 2026, au lancement officiel du budget de l'État pour l'exercice 2026, arrêté à plus de 172 milliards de francs djiboutiens. L'écoute. Chers concitoyennes et concitoyens, j'ai l'honneur de m'adresser à vous en ce jour solennel et institutionnel du 5 janvier 2026 et à l'occasion du lancement du budget de l'État marquant l'ouverture officielle des crédits budgétaires pour l'exercice 2026 conformément à la loi 203 en 29e législature promulguée par le président de la République le 31 décembre 2025 après adoption par l'Assemblée nationale. Le budget est l'acte fondateur de notre avenir commun. Il s'inscrit pleinement dans la vision et les orientations fixées par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Il marque la mise en œuvre du plan national de développement 2025-2030 qui définit notre trajectoire de croissance, de transformation économique et de progrès social. Dans un environnement international particulier, caractérisé par des tensions géopolitiques persistantes et des contraintes économiques fortes, le gouvernement a fait le choix de la stabilité, de la responsabilité et de l'efficacité. Le budget de l'État pour 2026 est arrêté en équilibre à 172 milliards 300 293 496 francs, porté par des indicateurs macroéconomiques favorables avec une croissance économique soutenue projetée à 7,4%, une inflation maîtrisée autour de 1,9% et une trajectoire de dette publique soutenable. Ces équilibres témoignent de la résilience de notre économie et de la crédibilité de la politique budgétaire conduite par l'État djiboutien. La mobilisation des ressources nationales constitue
le pilier central de ce budget, les recettes courantes estimées à plus de 159 milliards progressent grâce à la modernisation des administrations de recettes, à la digitalisation des services publics et au renforcement des efforts de recouvrement et de lutte contre l'évasion fiscale. Toujours dans la déclaration du ministre du Budget inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence Pell Marguerite, ce budget met l'accent sur la stabilité économique, la justice sociale ainsi que la modernisation de la gestion des finances publiques au service des citoyens. On les réécoute. Concernant les douanes, le budget 2026 introduit des facilités majeures pour les PME et une exonération sur l'importation de bétail afin de dynamiser la filière locale. En outre, une meilleure valorisation des recettes domaniales et foncières est engagée, notamment à travers la régularisation et la gestion plus efficiente du patrimoine de l'État. Par ces mesures, le gouvernement a fait le choix clair de ne pas alourdir la pression sur les ménages et les entreprises afin d'améliorer l'efficacité, l'équité et la transparence du système de collecte de ressources publiques. Mais la rigueur budgétaire n'est pas une fin en soi. Elle est le socle de notre ambition sociale. Le budget 2026 est avant tout un budget au service du citoyen. Le budget 2026, outre dans le domaine de l'éducation et la santé, marque une avancée majeure en termes d'équité sociale avec des mesures budgétaires spécifiques prévues pour valoriser et favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. L'année 2026 marque par ailleurs une étape importante dans la modernisation de la gestion des finances publiques avec le lancement de la phase pilote de la budgétisation par programme, notamment avec les ministères de l'Éducation et de la Santé. La budgétisation par programme sera progressivement étendue afin de renforcer la culture de la performance, de la transparence et de la redevabilité. Chaque franc public engagé devra produire un résultat concret et mesurable au bénéfice du citoyen. Je tiens à souligner que le succès du budget repose sur un double engagement, celui de l'administration pour une gouvernance irréprochable et un meilleur accueil des usagers, et celui des citoyens pour un civisme fiscal renforcé. La redevabilité est notre boussole. Soirée de mobilisation a été observée de la sous-région d'Arta à Demerjouk, en l'occurrence, dans une soirée qui a réuni tous les habitants de Demerjouk sous un même engagement, soutenir la réélection du président de la République sortant, Pell Marguerite, pour avril 2026 prochain. Était présent le ministre de l'Énergie, Onissa Ali Guedi, entouré de ses proches collaborateurs.
Magazine à présent, la langue arabe, pilier de l'identité culturelle et religieuse de Djibouti, connaît depuis plusieurs années un nouvel essor. Dans ce grand reportage, la rédaction revient sur la renaissance et de son enseignement, impulsé par la volonté du président de la République. أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله. Avec l'arrivée au pouvoir du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, l'enseignement de l'arabe a connu un regain d'intérêt sans précédent. Des orientations stratégiques ont été adoptées pour réhabiliter cette langue et renforcer des institutions éducatives, ouvrant la voie à une phase marquée par la dynamisation et la modernisation du secteur. Dès les premières années de son mandat, le président a ordonné l'envoi des centaines d'élèves issus des écoles arabes djiboutiennes, ayant achevé leurs études secondaires, vers des universités prestigieuses du monde arabe, notamment en Arabie Saoudite, au Soudan et au Yémen et en Égypte. Cette mesure a constitué un tournant majeur. Elle a permis la formation d'une génération de cadres hautement qualifiés, bénéficiant des compétences modernes tant académiques que professionnelles. Selon Ali Youssouf de Halé, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la langue arabe n'était enseignée durant la période coloniale en tant que matière opérationnelle, ce qui avait limité sa portée dans le système éducatif. À partir de 1999, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a convoqué des États généraux réunissant enseignants, intellectuels, experts, parents, d'élèves, étudiants pour redéfinir le fondement du système éducatif national et renforcer la présence de l'arabe. Ces conclusions ont débouché sur plusieurs réformes structurantes, dont le renforcement du statut de la langue arabe par l'augmentation du volume d'horaires d'enseignement, l'introduction de l'apprentissage de l'arabe dès les 3e années du primaire au lieu de la 5e auparavant. Le ministère a par ailleurs mis en œuvre plusieurs mesures d'accompagnement, notamment l'unification des examens du collège et du lycée sous la tutelle directe du ministère garantissant des standards nationaux homogènes, l'élaboration des programmes nationaux que pour les écoles privées en arabe, comme dans les autres matières en remplacement des orientations et curricula importées, l'octroi des bourses d'excellence permettant aux meilleurs étudiants arabophones de poursuivre leurs études à l'étranger, la priorité accordée aux diplômés de l'université de Djibouti dans le recrutement public afin de valoriser les compétences nationales.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a multiplié ces dernières années les efforts visant à améliorer la qualité de l'enseignement arabe. Ces efforts sont traduits par l'organisation des examens du brevet et du baccalauréat, la délivrance des diplômes reconnus, l'intégration progressive des diplômés à l'Université Djibouti et d'universités arabes dans l'établissement du pays. M. Faisal Al-Roble, directeur de l'école privée arabe Al-Zed, souligne que les établissements privés constituent l'un des piliers essentiels de l'enseignement arabe à Djibouti, avec près de 75 écoles. فإن المدارس العربية هي التي تمثل قطاع التعليم الناطق بالعربية. Leur fonctionnement repose sur deux systèmes complémentaires. Une section matinale regroupant le cycle moyen, secondaire reconnu officiellement par le ministère, une section du soir dédiée à l'alphabétisation et l'éducation des adultes, élargissant ainsi l'accès à l'apprentissage de la langue arabe et renforçant son rôle social. Au cours des décennies, Djibouti a enregistré des avancées remarquables dans la promotion et le développement de l'enseignement arabe. Rappelons que cette dynamique est le fruit d'une volonté politique affirmée d'efforts éducatifs constants, d'un appui direct du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, depuis son arrivée à la magistrature suprême. Ces initiatives ont permis l'augmentation du nombre d'écoles, la création des programmes nationaux, l'harmonisation des reconnaissances officielles des diplômés du collège et du lycée arabe, consolidant ainsi la place de l'enseignement arabe dans le paysage éducatif national. Des retours au pays, ces diplômés ont rejoint divers secteurs publics, privés, contribuant à répondre aux besoins d'un marché de l'emploi en pleine expansion. Leur insertion s'inscrit dans le dynamique national de développement socio-économique. Grâce à l'engagement constant des autorités et une volonté politique clairement affirmée en faveur de la promotion de la langue arabe, l'avenir de ce secteur s'annonce particulièrement prometteur. Avec la multiplication des cadres qualifiés, l'expansion des programmes éducatifs et une prise de conscience accrue de la valeur stratégique de la langue arabe, Djibouti avance résolument vers une nouvelle ère d'épanouissement culturel, éducatif, consolidant la place centrale de l'arabe dans son identité nationale. C'était un magazine de la rédaction commenté par Samatar Saïd. Et là, on passe aux nouvelles hors de nos frontières. Al-Sher, le vice-président palestinien, examine au Caire les moyens d'impulsion de l'accord à Gaza et Netanyahu poursuit l'entrave. Ainsi, Hussein El-Sher, vice-président palestinien, examine ici au Caire les moyens d'impulser le passage à la deuxième phase du plan du président américain Donald Trump pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il a précisé que les deux rencontres ont porté sur les moyens de consolider la stabilité dans l'ensemble du territoire palestinien et ainsi impulser le passage à la deuxième phase du plan Trump. Et c'était dans les titres, Zoran prête serment sur le Saint-Coran. À New York, Zoran Mandani, le nouveau maire de la ville de New York, a prêté serment en posant la main sur deux exemplaires du Coran lors d'une cérémonie historique, une première dans l'histoire de la ville. Madani devient ainsi le premier maire musulman de New York et également premier maire d'origine sud-asiatique et né en Afrique, a occupé cette fonction. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôtel de ville en présence de plusieurs personnalités politiques de diversité. Ainsi le choix du Coran, ainsi la diversité et le pluralisme religieux et culturel dans la plus grande ville des États-Unis. Madani a remporté les élections municipales en 2025, devenant ainsi le 112e maire de New York. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information.